Alors dans cette nouvelle leçon, je vais vous apprendre la communication entre Blueprint en créant notre tout premier objet avec lequel notre héros pourra interagir. Alors l'objet en question, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle le Power Button ou le Pow Button. Cet objet-là, de base, lorsque le player va aller sur lui, il ne va strictement rien se passer. Nous allons mettre en place une condition qui va faire en sorte que lorsque le player va faire un dive sur cet objet, ça va presser le bouton et ça va activer un mécanisme, en l'occurrence les blocs que vous allez voir ici et qui vont être détruits automatiquement. Alors ces blocs-là, nous allons les créer dans la leçon suivante, mais ici vous allez voir que dès que je vais faire un dive, hop, automatiquement le bouton a été pressé. Donc là, pour commencer, je vais revenir dans le projet de la formation et ici nous allons commencer par extraire les sprites de notre fameux bouton. Donc je vais appuyer sur la touche CTRL espace, je vais aller dans le dossier The Mad Scientist, ensuite le dossier R, Interactables, donc les interactibles, et ensuite je vais choisir Pow Button. Donc, quand je vais dans le dossier Power Button, vous allez voir que nous avons deux textures. La première texture, c'est Power Block, donc les Power Blocks. Ça représente les fameux blocs qui sont détruits lorsqu'on appuie sur le bouton. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, nous allons les créer dans la leçon suivante. Mais ici, je vais appuyer sur CTRL espace, et ce qui nous intéresse, c'est le Power Button, donc le Power Button, qui est tout petit encore une fois, et qui représente le bouton dans un état idle, donc en place tout simplement, et un état pressé. Donc, je vais fermer ça. Je vais appuyer sur CTRL espace et ici je vais faire un clic droit sur la texture et je vais extraire les sprites en venant sur Sprite Actions et Extract Sprites. Donc je vais cliquer dessus. Là il va me demander, écoute, est-ce que tu veux les extraire en mode automatique ou en mode grid? Donc pour rappel, il vaut mieux choisir le mode grid si on est au courant des dimensions. Et donc là ici, la petite astuce de plus tôt là dans cette formation, ici je vais diviser par 2 parce que je vais dire qu'en largeur, il y a 2 sprites. Voilà. Donc ça me fait un sprite de 25 par 25. Je vais cliquer sur Extract et ça va me créer mes 2 sprites. Donc on a les sprites, sprite 0 et sprite 1. Histoire de mieux se retrouver, je vais renommer ça. Donc je vais appuyer sur F2 pour renommer le sprite idle. Je vais appeler ça SPR pour sprite underscore pow button underscore pressed. Voilà, SPR pow button pressed. Le deuxième, pas pressed, mais idle, excusez-moi. C'est idle. Idle. Et le deuxième, celui qui est pressé, par contre, je vais le renommer SPR underscore pow button underscore pressed. D'accord? Donc, on a le SPR pow button idle et le SPR pow button pressed. Donc là, c'est bon, je vais sauvegarder. Et tout comme pour le player, donc je vais fermer ça, j'appuie sur CTRL espace. Tout comme le player, on va changer le point de pivot. Donc je vais double-cliquer sur le Power Button Idle. On peut voir que le point de pivot est centré ici et moi je veux qu'il soit posé en bas. Donc je vais venir là, ici, ça nous fait des révisions. Donc Pivot Mode, Center, Center, je vais mettre ça à Bottom Center. Voilà, le point de pivot est en bas. Je sauvegarde, je ferme ça, j'appuie sur CTRL espace et j'ouvre le suivant. Là, pareil, le point de pivot, vous voyez qu'il est au-dessus du sprite, ce qui n'est pas cool pour le coup. Et je vais venir mettre ça ici à Bottom Center. Donc là, c'est bon, je sauvegarde, je ferme ça et maintenant, on va pouvoir passer à l'implémentation de notre bouton. Alors, donc maintenant, nous allons créer le blueprint du Power Button. Je vais appuyer sur CTRL espace, je vais aller dans le dossier Core et ici, je vais créer un nouveau blueprint. Donc, je vais faire un clic droit, je vais venir sur Blueprint Class. Et ici, plutôt que de choisir un acteur, je vais choisir une autre classe particulière, un peu comme le Paper Character, qui s'appelle finalement le Paper Actor. Donc ici, dans All Classes, je vais cliquer, je vais taper Paper, Sprite, Actor. Et là, vous avez Paper, Sprite, Actor, donc celui-là. Vous allez cliquer sur Select, et vous allez le renommer en BP underscore Power Button. Donc je vais l'ouvrir. Et en gros, ici, vous voyez qu'on a juste un sprite qui est disponible. Hein. C'est même pas un flipbook, hein, pour le coup, c'est vraiment un sprite. Alors, allez comprendre la logique. Je ne sais pas pourquoi, quand je vais dans le BP Scientist et que j'ajoute un flipbook, ça s'appelle sprite. Et lorsque je vais dans un Paper Sprite Actor, ça s'appelle Render Component. Alors, allez savoir pourquoi. Je sais pas, c'est Unreal, il faut juste suivre les règles. Et voilà. Du coup, je vais sélectionner le Render Component. Et ici, dans Source Sprite, je vais sélectionner... Je vais prendre le Power Button Idle, celui-là. Donc, vous voyez qu'il est placé dans le level ici, dans le viewport. Hein. Et en fait, en gros, le but du jeu, ça va être de pouvoir changer le sprite une fois que c'est pressé. Donc, une fois que le player va faire son dive sur ça, je vais sélectionner ici et je vais choisir Pressed. D'accord? Donc, ça va changer Pressed Idle. Pressed Idle, en fonction de l'état du bouton. D'accord?
Donc là, ici, plutôt que d'utiliser la box de collision pour détecter le moment où le player touche le sprite, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la collision du sprite. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié quelque chose. Ici, en sélectionnant le render component, le scale ici, vous allez le mettre à 3.5, pardon, pour qu'il soit plus grand. Au moins, dans le level, on va bien le voir. Donc là, je vais sauvegarder. On va tester tout ça. Donc, les sprites, pour info, ils ont des collisions. Si je vais ici sur la droite, vous voyez qu'on a Collision Presets qui est mis à Block All. Ça veut dire qu'il va bloquer toutes les collisions. D'accord? Toutes les collisions qui sont disponibles ici. OK? Donc là, je vais compiler, sauvegarder. On va aller dans le level. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur CTRL espace et je vais venir glisser notre Power Button dans le level. Donc moi, je veux que le Power Button soit aligné sur le personnage. Donc ici, dans l'axe Y, pour info, le perso, il est là. L'axe Y du perso est mis à 0. D'accord? La position en Y, celle-là, est mise à 0. Donc je vais faire pareil avec le Power Button. Je vais mettre ça à 0. Donc juste au-dessus de moi, là, le Y à 0. Comme ça, au moins, on est correctement aligné avec le player. Donc là, je vais appuyer sur Play. Donc vous voyez que le héros est bien aligné sur le bouton. Et donc si je saute, tout fonctionne correctement. Par contre, je ne sais pas si ça se voit. Non, ça ne se voit pas vraiment ici. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que la collision du sprite n'est pas correctement, n'embrasse pas correctement les formes du sprite, en quelque sorte. Comment est-ce que je peux vous montrer ça? Je voulais juste pour vous expliquer le fonctionnement. Ici, je vais dans Power Button. Je sélectionne le Power Button ici. Je vais double-cliquer sur le sprite pour l'ouvrir. Voilà, ça l'ouvre là. Et là, maintenant, je voulais vous montrer les collisions. Comment est-ce qu'on fait pour voir les collisions de ce sprite? Je vais venir ici dans Edit Collision. Et là, vous voyez que le sprite, en fait, la collision, c'est une boîte. C'est cool, vous allez me dire, bah ouais, tant mieux, c'est pas mal, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais en fait, je voulais juste vous montrer qu'il était complètement possible d'éditer les collisions des sprites. Parce que ici, lorsqu'on est dans un blueprint, on peut ajouter une box, une capsule ou des choses comme ça. Mais lorsqu'on travaille avec les sprites, on peut aller encore plus loin. Regardez, c'est simple ici, je vais faire en sorte que le sprite dessine correctement la forme du Power Button. On va juste ici faire en sorte que plutôt que d'avoir une boîte, on veut que ça descende comme ça là. Ok? Donc comment est-ce que je vais faire ça? Je vais faire un clic droit ici. Je vais maintenir la touche Maj si je ne me trompe pas. Et je vais cliquer là. Voilà. Vous maintenez la touche Maj et vous cliquez. Ça va vous créer un nouveau point. Et là, vous pouvez sélectionner celui-là et le déplacer. Voilà. Comme ça, vous voyez que ça épouse un peu mieux la forme du bouton. Donc, idem ici, je maintiens la touche Maj de mon clavier enfoncé. Je clique. Et au moins, ça me permet de prendre celui-là et de l'aligner comme ça. Au moins, on a une collision qui est plus adaptée à la forme. Bon, là, ça ne va pas changer des masses, mais au moins, vous savez que c'est possible. Donc ici, je vais appuyer sur CTRL espace. Je vais venir dans le dossier AR, Interactables, Power Button, et je vais ouvrir le deuxième bouton, celui-là. Donc celui-là, pareil, je vais venir ici dans Edit Collision. Et là, pareil, je vais appuyer sur la touche Maj de mon clavier. Je clique ici. Je prends ça et je plaque ce truc-là ici. Voilà. Idem pour cette partie-là. Je clique là. Et je fais ça. D'accord? Donc, si vous avez des formes exotiques pour vos sprites, vous pouvez modifier ça de manière plus exotique, quoi, tout simplement. Donc, je peux cliquer ici, ajouter un bouton, le déplacer vers le haut. Voilà, libre à vous de choisir quel type de collision est-ce que vous voulez. Donc là, c'est bon, je sauvegarde, je ferme, hop, je reviens dans le viewport, ici. Si je lance l'exécution, bon, vous allez voir que ça n'a pas changé grand-chose. C'est juste que cette fois-ci, le perso repose vraiment sur le bouton lorsqu'il est dans les coins du bouton. Alors maintenant, nous allons faire un petit peu de théorie assez rapide, juste histoire de mieux visualiser le fonctionnement de tout ça. Alors ce bouton, il ne va être pressé que lorsqu'on va lui faire un dive, d'accord? Lorsqu'on va dive sur lui. Nous allons voir ici comment faire communiquer le héros et le bouton pour que le héros puisse donner l'ordre à notre bouton d'être pressé. Premièrement, avant de commencer, on va devoir s'assurer que les deux acteurs ont conscience l'un de l'autre en vérifiant que leurs collisions sont compatibles. Ici, bien sûr, ça se voit, mais il vaut mieux quand même vérifier les collisions pour être sûr que tout se passe correctement. Donc ici, je vais ouvrir le BP Scientist, BP Power Button, pardon. Je vais sélectionner le Render Component. Ensuite, ici, je vais descendre, je vais chercher les collisions. Donc, comme je vous ai montré plus tôt, on peut voir qu'il y a bien un bloc All qui est activé. D'accord ? Le bloc All permet de tout bloquer. Donc, je vais mettre en custom juste pour que vous ayez la visu sur tout ça. Donc, tout est bloqué, c'est-à-dire que cet objet ne laissera passer rien. Il n'y a rien qui va le traverser. Ensuite, ici, on peut voir que le type de l'objet, d'accord ? Le type de l'objet ici, c'est un objet de type World Static. D'accord ? World Static, ça veut dire que c'est un objet de type World Static et il bloque les pawns. Pour information, notre héros, c'est un pawn. Comment est-ce que je sais ça ? C'est simple, je vais venir ici dans le BP Scientist, je vais sélectionner la capsule. Et là, si je vais dans les collisions du héros, vous pouvez voir que les collision presets sont mis sur Pawn
et que du coup, on a bien un héros qui est en mode pawn. Et donc lui, est-ce qu'il bloque les power buttons qui sont de type world static? Oui, il bloque les power buttons qui sont de type world static. Regardez ici, on a world static, on a block, et ça bloque bien les world static. Donc le pawn bloque les world static, et les world static bloquent les pawns. Ça a son importance parce que ça permet de prendre conscience que les deux objets existent bien l'un pour l'autre. C'est source de beaucoup de confusion sur cet aspect-là, parce que justement, les gens ne savent pas trop comment bien gérer les collisions. Là, je vous ai montré une méthode toute simple. On voit que c'est un type world static et qui bloque les pawns. Ici, on voit que c'est un type pawn et il bloque les world static. D'accord? Donc là, c'est bon. De toute façon, comme je le disais, si je lance l'exécution, on voit bien que les deux objets ont conscience l'un de l'autre puisqu'ils se bloquent tous les deux. D'accord? Maintenant, si on veut implémenter la logique du bouton qui est pressé, on a deux solutions. Soit on va détecter les collisions dans le power button, ici, et on va dire, écoute, dès que quelque chose tape sur le power button, on va vérifier que c'est bien le player et qu'il est en train de dive, et dans ce cas-là, on va activer le bouton. Ou soit on passe par une autre méthode qui dit que en fait c'est le héros qui va détecter les collisions et quand il va toucher le power button, c'est lui qui va dire au power button écoute, presse-toi. Pour le coup, on va choisir la deuxième option. Alors c'est un petit peu théorique, hein, mais en fait c'est souvent une question que les gens se posent. C'est est-ce qu'on code la logique de la collision dans le power button ou est-ce qu'on code la logique dans le héros? Dans l'autre cas, on va coder la logique dans le héros. Pourquoi? Parce que le héros, il peut faire un dive, et dans votre cas, peut-être que plus tard, je sais pas, vous voulez créer d'autres objets qui peuvent interagir avec le dive. Si c'est le cas, il vaut mieux mettre la logique dans le héros pour que lui fasse le dive sur les objets et qu'il dise, écoute, si toi, tu es réceptif à mon dive, et dans ce cas-là, je veux que tu fasses quelque chose. Ensuite, ce sont les objets en eux-mêmes qui vont choisir ce qu'ils vont faire ou pas. D'accord ? Donc, pour ce faire, pour pouvoir faire communiquer le héros avec le bouton et avec tous les objets qui réagissent au dive, nous allons utiliser une Blueprint Interface. Nous avons vu justement le fonctionnement dans la formation précédente, donc n'hésitez pas à la regarder encore une fois si vous voulez vraiment comprendre le fonctionnement de toutes ces choses-là. Donc, le Blueprint Interface va permettre de l'ajouter aux acteurs qui sont influencés par le dive, de manière à ce qu'eux puissent faire quelque chose dès que le player leur dive dessus. D'accord ? Allez, on va passer à la suite. Alors donc là, je vais commencer par créer notre Blueprint Interface. Donc je vais appuyer sur CTRL espace, je vais aller dans le dossier, le dossier Core, et ici je vais faire un clic droit, je vais venir dans Blueprint et choisir Blueprint Interface, cette partie-là. D'accord? Donc je vais cliquer dessus, et je vais renommer cette interface BPI _ Diveable. Voilà, Diveable, ça veut dire un objet sur lequel on peut diver. Je vais ouvrir ça. Et donc ici, cette nouvelle fonction, je vais l'appeler onHitByDive. D'accord? Alors, juste petite masterclass pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les Blueprint Interface. En gros, les Blueprint Interface, ça va être une sorte de carte d'identité, si vous voulez, qui va être ajoutée à tous les objets qu'on veut qui implémentent cette fonctionnalité-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en gros, lorsqu'un objet va avoir le Blueprint Interface Diveable de brancher sur lui, on saura qu'il aura forcément cette fonction-là. Résultat, lorsque le player va faire un dive sur des objets, il va vérifier, écoute, est-ce que tu as le Blueprint Interface Diveable d'implémenter? Si c'est le cas, je sais que tu as une fonction onHitByDive, et donc tu vas faire appel à cette fonction. Je m'en fous de savoir ce que tu fais, tout ce que je veux, c'est que tu appelles cette fonction-là. Maintenant, à toi de voir comment tu réagis. D'accord? Donc là, je vais compiler, sauvegarder, on n'a pas besoin d'input ni d'output, on va juste le laisser tel quel, et je vais fermer ça parce qu'on n'a plus besoin du Blueprint Interface. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le Power Button, et je vais dire, écoute, je veux que toi, tu implémentes cette interface. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais venir ici dans les classes Settings, et là, vous avez Inherited Interfaces, juste derrière moi, alors je vais mettre à gauche. Voilà, Inherited Interfaces, vous allez mettre Implemented Interfaces, vous allez cliquer dessus, et vous allez taper BPI pour Blueprint Interface, et vous allez choisir le BPI Diveable. D'accord? Celui-là. Voilà, ça va vous ajouter ça, et regardez ce qui s'est passé sur la gauche. On a une partie Interfaces qui a été ajoutée, et en plus de ça, on a la fonction onHitByDive. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit, et je vais dire, écoute, maintenant que j'ai cette fonction-là, je veux l'implémenter. Je veux coder une logique pour ça. Donc je clique sur Implement Event, ça va m'ajouter ça directement dans l'Event Graph, donc onHitByDive. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est simple, si jamais je suis touché par un dive, on va appeler cette fonction-là sur moi, et donc je vais juste changer le sprite. Donc je vais prendre le render component, je vais le mettre ici, je vais faire un set sprite, et je vais dire, écoute,
tu changes ton sprite pour mettre celui du power button qui est pressé. Power button pressed. D'accord? Celui-là. Donc je branche ça. Et voilà. Donc dès que tu vas recevoir le dive, tu changes ton sprite et tu mets le power button qui est pressé. Par contre, juste pour optimiser tout ça et pour éviter un petit peu de modifier le sprite une nouvelle fois si jamais on refait un dive, je vais ajouter une petite logique. Parce que ici, vous voyez le onHitByDive. En gros, dès que le player va faire un dive sur le power button, on va changer le sprite. Par contre, si le player fait un deuxième dive sur le power button, eh ben on va dire change le sprite. Mais le power button a déjà son sprite de changer. Donc pour le coup, on va juste ajouter une petite sécurité. Ici, je vais mettre une nouvelle variable. Je vais l'appeler pressed. Voilà. Et ici, je vais tirer un câble, je vais faire un branch. Voilà. Je vais mettre le pressed ici. Je vais faire un get. Et je vais dire un not. Pas not equal, pardon. C'est le not boolean. Voilà. Not boolean, je le branche ici. Voilà, je le mets là. Et donc, vérifiez bien que le pressed, lorsque vous compilez, vérifiez bien qu'il est mis à false, ici, qu'il est décoché. Et donc ici, lorsqu'on va être touché par le dive, si jamais on n'est pas pressé, si on n'a pas été pressé, je vais prendre le pressed, je vais mettre ça ici, et je vais dire, écoute, cette fois-ci, on a été pressé. Et dans ce cas-là, on change le sprite. D'accord? Ça va permettre d'éviter d'appeler tout le temps cette logique. Une fois que le bouton a été pressé, on n'a plus besoin de réappeler cette logique. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais mettre ici un commentaire. Je vais dire, lorsque le player dive sur le bouton. Voilà. Je compile, je sauvegarde, et donc maintenant que la partie du bouton a été mise en place, on va aller dans le BP Scientist pour mettre en place la logique qui dit que dès qu'on dive sur quelque chose, et dans ce cas-là, on va activer cette logique. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais venir dans l'event graph, et en gros, on va coder tout ça ici. Vous vous rappelez, on a l'event onLanded. Si vous n'arrivez pas à le trouver dans votre graphe, vous venez ici sur la gauche, event graph, vous dépliez ça, et vous avez event onLanded, vous double-cliquez dessus, et ça va focaliser votre vue sur lui. Donc si vous vous mettez par là-bas, vous cliquez ici, ça va vous remettre le focus sur cet événement. D'accord? Donc là, ici, pour cet événement-là, je vais coder une certaine logique. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Ici, on a le diving qui est remis à false à chaque fois. Donc, ce que je vais faire... Ouais, alors ici, je vais appuyer sur Alt, je vais déconnecter ça, et je vais reconnecter ça un petit peu plus tard. Donc ici, je vais mettre un branch, et je vais brancher ça ici. Donc moi, ce que je veux, dans un premier temps, je veux vérifier que l'objet sur lequel j'ai atterri, sur lequel j'ai atterri, je veux vérifier qu'il est bien à l'interface BPI Diveable. Comment est-ce que je vais faire ça? Ici, en fait, le hit, c'est une variable qui est peuplée, en quelque sorte, dans laquelle on a mis quelque chose au moment où le player a atterri. Et en fait, le hit, ça représente finalement les informations du hit. De lorsque le perso a touché quelque chose, que ce soit le sol ou autre chose, et en fait, on a stocké toutes ces infos dedans et on peut récupérer des infos qui sont intéressantes justement pour pouvoir les traiter. Donc ici, je vais tirer un câble depuis le hit et je vais faire un break. Ça va permettre d'extraire toutes les données du hit et vous voyez qu'on a énormément de données. On a des données du genre, par exemple, la position du hit, où est-ce que ça a eu lieu dans le monde, la normale. On peut savoir l'acteur qui a été touché par le hit et tout un tas d'autres choses. Et donc ici, moi, ce que je veux récupérer justement l'acteur qui a été touché par le hit. Donc quand le héros va atterrir sur quelque chose, ce quelque chose, ça va être le hit actor. D'accord? Donc le hit actor, ce qu'on va dire, écoute, est-ce que le hit actor, il implémente l'interface? Donc je vais taper does implement interface. Est-ce que une interface spécifique que je veux tester a été branchée sur cet acteur? Et l'interface en question, c'est l'interface BPI Diveable. Donc je vais prendre ça. OK? Donc est-ce que l'interface BPI Diveable a été ajoutée à cet acteur? En l'occurrence, oui. Par contre, si cet acteur implémente cette interface, moi ce que je veux savoir, c'est concrètement, est-ce que je suis en train de faire un dive aussi? D'accord? Donc du coup, je vais prendre le diving et je vais le mettre ici. Donc, je vais mettre ici end boolean et je vais brancher ça là. Et donc, en fait, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dire, écoute, j'ai atterri sur quelque chose. Ce quelque chose, c'est le hit actor. Je veux vérifier, est-ce que le hit actor implémente l'interface BPI Diveable? Et si c'est le cas, est-ce que moi aussi, je suis en train de dive? Si je suis en train de dive, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer un câble depuis le hit actor et je vais taper on hit by dive. Voilà. Donc, je branche ça comme ça. OK? Donc, pour rappel,
dès qu'on va atterrir, on va vérifier sur quoi on a atterri, on va vérifier si cet objet doit réagir justement à un dive. Si c'est le cas, on va vérifier également est-ce que je suis en train de dive. Et si je suis en train de dive et que l'objet réagit au dive, dans ce cas-là, je vais appeler la fonction qui est fournie par l'interface et qui s'appelle onHitByDive. D'accord ? Maintenant, il nous reste à traiter ce cas-là, le diving. Comment est-ce qu'on fait ? On ne peut pas le mettre ici au tout début, parce que si on le met diving à false, ici, le diving va tout le temps être false, sauf que nous, on veut qu'il soit true. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça ? C'est simple. Ici, on va dire qu'il y a tout ça, ok ? Et juste là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éloigner ça, ici, et juste là, je vais tirer un câble, je vais faire un sequence. Et là, le sequence, je vais le placer correctement ici, et ça comme ça. Résultat, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe en faisant ça, eh ben en fait, on va appeler la logique pour réagir au dive ou pas, et une fois que la logique a été appelée, on va passer par ce sequence-là, cette partie-là, et on va remettre le diving à false pour que le player puisse faire un nouveau dive. D'accord ? Donc là, je sélectionne ça, je vais mettre un petit commentaire. Dès qu'on dive sur un objet diveable, on va appeler ça comme ça, on lui demande d'activer sa logique. Voilà. Donc là, c'est bon. Je mets ça comme ça. Je vais compiler, sauvegarder. Et du coup, si je lance l'exécution, je viens ici, que je fais un dive, hop, il ne se passe rien du tout. Alors, attention, je vous avoue que moi aussi, lorsque je suis arrivé à ce moment-là, lorsque j'ai créé le script de la formation, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, je vous avoue que j'ai cherché, et j'ai fini par trouver la solution, et je vais vous montrer ça. Ça ne fonctionne pas, justement, à cause d'une propriété du bouton. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Je vais aller dans le BP Power Button. Ici, je vais sélectionner le Class Default, cette partie-là. Là, vous allez voir qu'ici, on a le scale et on a un paramètre qui s'appelle Mobility. D'accord ? Mobility est mis à statique. En général, ce paramètre-là permet de dire comment est-ce que l'objet va réagir à la lumière. Je ne vais pas vous faire une masterclass sur la lumière, mais en gros, statique, ça permet de dire que c'est un objet qui ne va pas bouger du tout. Stationary, ça veut dire que c'est un objet qui ne va pas bouger du tout, mais on veut ajouter des fonctionnalités quand même. Et movable, ça veut dire que c'est un objet qui est censé bouger. Et du coup, la lumière devrait être mise à jour tout le temps. En général, voilà, c'est utilisé pour la lumière. Mais pour le coup, ici, c'est mis à statique, donc c'est un objet qui n'est pas censé bouger. Donc, en quelque sorte, vous pouvez comprendre par là que l'ombre de cet objet n'est pas censé bouger. D'accord ? C'est d'où le statique, et d'où le fait que ce soit fait pour les lumières. Ici, nous, ce qu'on va dire, c'est qu'on va choisir notre objet, on va changer ça, on va mettre un movable. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est censé changer de forme. Il va passer de idle à pressed, donc il aura changé de forme. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est dire, comme il change de forme, la lumière est censée être mise à jour, et donc on va mettre ça à movable. Et résultat, vous allez voir que si je compile, et que je vais dans le BP Scientist, vous voyez aussi que lui, il est mis à movable, parce que c'est un objet qui bouge, c'est un objet qui fait varier la lumière. Donc là, je compile, je sauvegarde et je lance. Et donc là, vous voyez que si je viens ici et que je fais un dive, on a bien le bouton qui a été pressé. Donc là, je relance une nouvelle fois, hop, ici je saute, il ne se passe rien du tout, et dès que je fais le dive, hop, on a pressé. Donc là, c'est cool. Du coup, dans la prochaine leçon, nous allons implémenter la deuxième partie de cette mécanique, en l'occurrence les power blocks, qui vont être directement liés au bouton et qui vont exploser dès qu'on va presser le bouton.